Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, bonne gouvernance. Le Premier ministre chef du gouvernement a déposé sa déclaration de biens à la Cour suprême, un exercice conforme aux dispositions constitutionnelles en vigueur. Ceci intervient quelques jours après sa prise de fonction. Nous irons à Forikaria dans le district de Bambaya. Un incendie a tout détruit dans une plantation de bananes favorisée par les herbes sèches et le vent. Les flammes se sont rapidement propagées. La victime est inconsolable. À venir également le championnat de la Nationale 2. Les hostilités ont démarré ce week-end. 53 clubs répartis en poules compétissent dans l'espoir de retrouver la Nationale 1. Nous en parlerons en fin d'édition avec Abdoulaye Diallo. C'est tout pour les titres. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information que nous ouvrons par une série de décrets. Décret lu ici par Kadiatou Kaba. Bonsoir Kadiatou. Bonsoir Omo, merci beaucoup. Décret dès 2026, 14 PRG SGG portant nomination du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique LO 2025-42 CNT du 27 décembre 2025 fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme, vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret des 2021-59 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République. Décrète article 1er. Monsieur Guiba Diakité est nommé ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 février 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026 15 PRG SGG portant nomination du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique LO 2025-42 CNT du 27 décembre 2025 fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme, vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret des 2021-59 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République. Décrète article 1er. Monsieur Amara Kamara est nommé ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 février 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026 16 PRG SGG portant nomination partielle des membres du gouvernement, suite et fin. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique LO 2025-42 CNT du 27 décembre 2025 fixant la liste des fonctions civiles auquel le président de la République nomme, vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret des 2026-005 PRG SGG du 26 janvier 2026 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret des 2026-6 PRG SGG du 26 janvier 2026 portant structure du gouvernement, décrète article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du gouvernement dans les fonctions ci-après. 1. Ministre de la Défense nationale, Monsieur Aboubakar Sidiki
Camara. 2. Ministre du Plan de la Coopération internationale et du Développement, M. Ismaël Nabé. 3. Ministre de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique, M. Faya François Bourneau. 4. Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, M. Morikonde. 5. Ministre de l'Énergie, M. Laïsekou Camara. 6. Ministre de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, M. Aboubakar Camara. 7. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, M. Mohamed Lamine Si Savané. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 février 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-17 PRG SGG portant nomination d'un directeur de cabinet à la primature, le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique LO 2025-42 CNT du 27 décembre 2025, fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme, vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret des 2026-5 PRG SGG du 26 janvier 2026 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret des 2026-6 PRG SGG du 26 janvier 2026 portant structure du gouvernement, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Monsieur Daouda Kamisoko est nommé directeur de cabinet de la primature avec rang de ministre. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 février 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-18 PRG SGG porte en nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique LO 2025-42 CNT du 27 décembre 2025, fixant la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme, vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret des 2021-59 PRG SGG CNRD SGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés à la présidence de la République dans les fonctions ci-après. Conseiller en communication, Monsieur Fanasouma. 2. Conseiller chargé de la culture, du tourisme et de l'artisanat, M. Mahamadou Abdoulaye Diallo. 3. Conseillère chargée des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, Mme Rose Paula Prissemo. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 février 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Merci Omo. Merci Kadietou. À la une de l'actualité ce soir, ce mercredi à la Cour suprême de Conakry, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé au dépôt officiel de sa déclaration écrite sur l'honneur de ses biens, un acte conforme aux dispositions de la Constitution de la Ve République qui s'inscrit dans la dynamique de transparence et de redevabilité prônée par les autorités du pays. Reportage Ousmane Bangora. Conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, la Cour suprême
a reçu ce jour la déclaration écrite sur l'honneur des biens du Premier ministre, chef du gouvernement. Après vérification des formalités requises, la Cour en a pris officiellement acte et a procédé à la remise de l'acte de dépôt dûment signé, accompagné du récépissé du greffe. En application des dispositions de l'article 82 de la Constitution, certifions avoir reçu ce jour 4 février 2026 de M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement, régulièrement investi dans ses fonctions le 28 janvier 2026, la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. La présente déclaration, déposée dans le délai constitutionnel de 10 jours, à compter de la prise de fonction, est remise sous pli fermé et scellé, enregistrée sous le numéro 002 du greffe de la Cour. Disons qu'elle sera conservée par la Cour suprême, conformément aux règles de confidentialité et de conservation en vigueur. Disons que le présent acte vaut preuve de dépôt régulier de la déclaration de biens exigée par la Constitution, fait à Conakry le 4 février 2026. À l'issue de cette démarche constitutionnelle, le Premier ministre Amadou Ouriba a rappelé le sens et la portée de cet acte républicain. Il a réaffirmé l'attachement du gouvernement au principe de transparence, de responsabilité et de respect des lois de la République. C'est une obligation pour le président de la République après son investiture, comme pour le Premier ministre, chef du gouvernement après son installation. Et aujourd'hui, je viens de remplir cette obligation en déposant le dossier qui prend en compte, disons, ma déclaration d'honneur sur l'ensemble de mes biens. Lorsqu'on est en situation de responsabilité, ce qui est très important, c'est de faire la différence entre le patrimoine public et le patrimoine privé. Et que nous puissions à tout moment être en mesure, disons, dans le cadre du principe de redevabilité, rendre compte à la population par le biais de la Cour suprême sur ce que nous avons fait durant la période où nous avons été en situation de responsabilité, donc en situation de gestion des affaires du patrimoine public. C'est cela qui confère la crédibilité de l'action gouvernementale et la crédibilité et la confiance que les citoyens peuvent avoir à l'égard de leurs dirigeants. Par ce geste à forte portée institutionnelle, le Premier ministre donne l'exemple et réaffirme l'engagement des autorités à promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et le respect scrupuleux des prescriptions de la Constitution de la Ve République. Aussitôt nommés, les ministres de l'équipe partielle du nouveau gouvernement ont été installés ce mercredi dans leurs nouvelles fonctions, présidées par le ministre secrétaire général du gouvernement. Cette cérémonie a connu une forte mobilisation des cadres de l'administration publique ainsi que des forces de défense et de sécurité. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Investi de la confiance du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, les ministres de l'équipe partielle du gouvernement ont été installés ce mercredi 4 février 2026 dans leurs fonctions respectives. Empreinte de solennité, cette série de passations de services et d'installations a été officiée par le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano. Au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, la passation de services a eu lieu entre le sortant Yaya Kairaba Kaba et Ibrahima Sori II Tunkara, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Conformément au décret D 2026-008 PRG-SGG du 2 février 2026 portant nomination partielle des membres du gouvernement, signé par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya, que nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la passation de charges entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux sortant, M. Yaya Kairaba Kaba, et le ministre garde des Sceaux entrant, M. Ibrahima Sori II Tunkara. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui, par 2 fois consécutives, m'a renouvelé sa confiance.
m'a permis de contribuer à un niveau hautement stratégique au rayonnement de la justice dans notre pays. Je ne cesserai de prier Dieu de continuer à lui accorder la santé et l'énergie nécessaires dans son combat pour l'édification d'une Guinée toujours plus prospère. Je mesure pleinement la portée de la confiance que m'accorde son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, Président de la République, en me confiant la charge de premier garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la Ve République. Cette confiance est un mandat républicain, un serment tacite fait à la nation et une obligation de loyauté, de rigueur et de résultat. Jusque-là, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Kaïté Sall, désormais ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et son prédécesseur ont aussi procédé à la passation de charges. C'est un exercice républicain que nous avons l'habitude de faire, de refaire, parce que ça consacre un principe très simple, la continuité de l'État et de l'administration publique. Nous autres sommes tous de passage. C'est pour cela que sur la base de l'article 65 de la Constitution, qui dit que le chef de l'État nomme aux hautes fonctions civiles et militaires, il a pris un décret en date du 2 février, le décret D-2026-008 PRG-SGG, nommant Mme Kaïté Sall comme ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est en ce sens que nous sommes réunis aujourd'hui pour consacrer une passation de charge entre Monsieur le ministre sortant et Madame la ministre entrante. En cet instant solennel, où je m'apprête à passer le témoin de la gestion du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il a bien voulu placer à ma modeste personne. D'abord en tant que directeur national de la pharmacie et du médicament, puis comme ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À ce jour solennel, où je réintègre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en tant que ministre, mais surtout en tant que l'aîné de plus de 11 000 personnels de santé, sans être la plus âgée, et en tant que l'espoir d'un peuple qui revendique légitimement l'accès universel et équitable à la santé, je prends la pleine mesure de la charge qui repose sur mes épaules et surtout de l'immense espoir qui habite notre peuple. S'agissant du ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité, Patricia Adeline Lama et Charlotte Daffé se sont également prêtées au même exercice. Madame la ministre, chère sœur Patricia, ou nièce selon le cas, nos chemins se sont croisés bien au-delà des frontières du département. J'ai loué votre attachement à l'entrepreneuriat féminin, à travers lequel vous avez su matérialiser un leitmotiv si cher à ce ministère. L'entrepreneuriat est un facteur d'ascension sociale et professionnelle. Je vous souhaite une pleine réussite dans vos nouvelles fonctions, au bénéfice des cibles qui, par moments, sont très exigeantes. Vous bénéficiez d'un atout supplémentaire de taille. La nouvelle dénomination du ministère est de nature à faciliter votre mission. Elle consacre la famille, qui est la cellule de base du lien social, et met l'emphase sur la solidarité, troisième pilier de la devise nationale. Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance au Tout-Puissant pour sa grâce, puis à Monsieur le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il place à ma personne. Je mesure le sens et la portée de cette confiance dans un moment important de notre histoire institutionnelle. Je suis fier d'appartenir à ce gouvernement de la Ve République et je comprends l'exigence qui l'accompagne. Servir avec efficacité, avec droiture et avec des résultats. Poursuivant sa mission, le ministre Tamba Benoît Kamano a également présidé la cérémonie de passation des services et de remise des attributs au ministère de la Sécurité et de la Protection civile entre le ministre entrant, le général Mohamed Ahmed Ouri Diallo, et le général Bachir Diallo. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le décret du chef de l'État et en vertu des pouvoirs que le Premier ministre m'a conférés également, je déclare M. Ahmed
Mohamed Ouri Diallo comme ministre de la Sécurité et de la Protection civile en remplacement de monsieur le général Bachir Diallo. Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères et respectueuses reconnaissances à monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, qui m'a apporté l'honneur singulier de servir notre pays en qualité de ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le Président Mamadi Doumbouya, pour la confiance renouvelée en moi. Cette confiance m'honore, mais surtout elle m'oblige à servir avec loyauté, rigueur et détermination dans le strict respect des lois de la République et des orientations stratégiques définies par le chef de l'État. Par la suite, le ministre secrétaire général du gouvernement a officié la passation des services au ministère de l'économie, des finances et du budget, notamment entre Mariama Siré Silla, ministre entrante, Mourana Souma et Fassine Silla. Vous avez aujourd'hui une immense responsabilité de diriger le ministère de l'économie, des finances et du budget. La tâche qui vous attend est énorme, mais je n'ai aucun doute que vos compétences et expériences acquises dans le gouvernement précédent, au groupe de la Banque mondiale et dans le secteur privé seront un atout pour accomplir cette noble mission de servir son pays au sein de ce département stratégique et transversal. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à notre cher président, M. Mamadi Doumbouya, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. Après un premier décret en qualité directeur général du Trésor, 2 ans et demi, PCA du conseil d'administration, par votre décret, le tout premier PCA. Monsieur le Président m'a gratifié d'un décret pour assumer cette fonction importante de conduire la politique économique en étant le ministre de l'économie et des finances. Le ministère de l'économie, des finances et du budget occupe une place centrale dans la souveraineté de l'État, la préservation de la stabilité macroéconomique et la crédibilité de l'action publique. Il constitue le cœur du dispositif de financement, du développement et de la mise en œuvre effective des politiques publiques. La consolidation des portefeuilles de l'économie, des finances et du budget illustre une volonté stratégique forte du chef de l'État de renforcer la cohérence de l'action publique, d'aligner la vision économique de l'État sur ses capacités budgétaires et d'accroître l'efficacité dans la mobilisation, l'allocation et l'utilisation des ressources publiques au service de résultats mesurables et durables pour la nation, conformément aux ambitions portées par le programme Simandou 2040, socle de la transformation structurelle de notre pays. Cette série de passations de services et d'installation de nouveaux ministres de l'équipe partielle des membres du gouvernement de la Ve République s'est déroulée en présence d'éminentes personnalités du pays, dont des hauts cadres de l'administration publique guinéenne, de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, mais aussi des familles et amis des promus. Cette activité de passation de services et d'installation de nouveaux ministres va se poursuivre ce jeudi 5 février 2026 dans les autres départements concernés par l'opération. Dans l'actualité également, Kankan a accueilli une nouvelle étape de la vaste réforme de l'administration publique guinéenne. La capitale de la Haute-Guinée a servi de cadre à la campagne nationale de vulgarisation du fichier unique de gestion administrative et de la solde fugace et de l'espace agent, une réforme majeure portée par la Direction générale de la fonction publique avec pour ambition d'assainir les fichiers, sécuriser les données et améliorer la qualité du service public. Reportage Toumani Sira Diallo, Mamadi Ternakamisoko. À la maison des jeunes de Kankan, agents de l'État responsables administratifs font face aux experts techniques de la Direction générale de la fonction publique.
Mieux comprendre et s'approprier le Fugaz et Espace Agent, cet outil central de modernisation de l'administration publique guinéenne est au cœur de la rencontre. Plus qu'un simple outil informatique, ces plateformes constituent un levier de transparence et de rationalisation de la dépense publique au sein de l'administration guinéenne. J'en appelle à l'implication effective de tous, autorités administratives, responsables de ressources humaines et agents de l'État, afin d'assurer une appropriation totale et une utilisation responsable de cet outil moderne. Un outil, aussi performant soit-il, ne peut produire les effets attendus que s'il est bien compris, bien maîtrisé et correctement utilisé par l'ensemble des acteurs concernés. Dès l'entame, les équipes techniques du projet ont procédé à une assistance personnalisée. Cas de gestion administrative, anomalies de solde ou encore mise à jour de données, plusieurs situations concrètes sont traitées sur place au bénéfice direct des agents de la région administrative de Kankan. Nous avons réuni les DRH à la préfecture où ils ont suivi une formation intense toute la journée, où ils ont reçu les notions sur les modules de Fugaz, mais effectivement sur les notions d'accompagnement et d'assistance technique vis-à-vis des problématiques des agents de l'État. Nous en sommes à plus d'une centaine de chefs DRH formés. Nous en sommes à plus de 2000 cas résolus, 90% sur place. Et quel enseignement nous tirons de tout ça? Il nous faut une proximité. Et nous pensons imminemment à mettre en place un call center qui va encore raccourcir la distance qui se trouve entre les agents de l'État et l'administration publique. Ces panels interactifs et échanges directs suivis des résolutions de cas pratiques viennent renforcer l'adhésion des participants à cette réforme structurante. Après Kankan, l'équipe du projet Fugaz est attendue à Farana. Et puis, la commune rurale de Marela, dans la préfecture de Farana, a tenu sa première session budgétaire communale pour l'année 2026. La rencontre a réuni les services de recettes, les chefs de quartier et les présidents de district, ainsi que les conseillers communaux. Il a été question de dresser le bilan de l'exercice 2025 et de se projeter sur les actions de développement prévues cette année. Le point avec Ibrahima Oulin Fofana et Silati Koum. À 85 km de la ville de Farana, la commune rurale de Marela franchit une étape importante de sa gouvernance locale. Pour sa première session budgétaire, les conseillers communaux ont voté et adopté un budget de plus d'1,6 milliard de francs guinéens. Parmi les priorités de 2026, la construction d'un marché moderne de 250 boutiques, 88 magasins, un parc à bétail ainsi que 5 dallos au centre de Marela. Ensuite, nous comptons réaliser 5 forages répartis entre les districts et également un poste de santé à Hermakono Fulbe, une école primaire de 3 salles de classe à Hermakono. Ce cadre de redevabilité et de concertation a donné lieu à des échanges entre le directeur préfectoral de l'administration du territoire et de la décentralisation de Farana, les partenaires de la mairie et les conseillers communaux. Un appel est lancé à l'unité et à la collaboration des acteurs locaux pour la réussite des projets. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, les membres de la délégation spéciale, à examiner ce budget avec objectivité, esprit de concertation, sens élevé de responsabilité, afin d'aboutir à des décisions réalistes et bénéfiques pour l'ensemble de la population de Marela. La commune rurale, à travers le conseil communal, le receveur et le secrétaire général, ils ont fait une prévision pour 2026 qui permettra au service des recettes d'augmenter les recettes au niveau de la commune rurale, d'aider la collectivité de Marela à se développer. En 2025, la mairie de Marela a mené plusieurs actions, notamment l'adduction d'eau potable, l'appui aux groupements agricoles en outils. Pour 2026, la commune annonce la poursuite des efforts avec la réalisation d'infrastructures sociales de base au bénéfice des populations. Protection des enfants en conflit avec la loi. À Boké, tous les acteurs impliqués dans le processus se sont retrouvés au tribunal de première instance de Boké. Ils ont échangé sur le rôle que chacun doit jouer dans le cadre de la défense des enfants en conflit avec la loi, mais aussi cerner le contenu du document sur la loi portant le code de l'enfant en Guinée. Younousa Tawel Kamara. Ils sont magistrats, officiers de la police judiciaire, gendarmes et cadres en charge des questions relatives à la promotion féminine et de l'enfance de Boké à prendre part à cette rencontre.
Les débats portent sur la bonne compréhension du Code de l'enfant et le rôle régalien que chacun doit jouer en matière pénale et civile. Vous avez double casquette. Si classiquement les policiers et les gendarmes agissent en matière pénale seulement lorsque les enfants commettent des infractions ou lorsque les individus commettent des infractions, pour le cas spécifique des mineurs, au-delà de ça, vous évoluez aussi en matière civile. C'est ce que le Code a retenu en disant assistance éducative. La gestion des mineurs en conflit avec la loi, leur assistance avec les ONG en charge des questions des droits des enfants et le temps de garde à vue sont entre autres sujets largement débattus au cours de cette rencontre de concertation. Je vous rappelle l'article 612, sauf erreur de ma part, du Code de l'enfant, interdit d'engager des poursuites contre, n'est-ce pas, des mineurs qui n'ont pas l'âge de 13 ans. Et donc ça, le parquet veille sur ça. Et on ne peut pas mettre en détention. Et d'abord, le code est clair. Les faits commis par un enfant de moins de 13 ans sont insusceptibles de qualification ni de poursuite. Pour vraiment connaître les différents problèmes qui existent dans la préfecture de Boké et vraiment trouver des solutions pour vraiment accompagner les enfants en conflit avec la loi, les enfants victimes de viols et tant d'autres. Ces magistrats, officiers de la police judiciaire et d'autres acteurs en charge des questions de l'enfant dans la région de Boké s'engagent à démultiplier les enseignements reçus dans le cadre de la connaissance du Code de l'enfant dans leurs directions respectives. On va parler à présent de la validation d'un système statistique unique et intégré sur la protection sociale et les violences basées sur le genre. La rencontre a eu lieu ce mercredi à Conakry avec la participation de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les VBG. Il s'agit de renforcer la synergie dans la collecte, l'analyse et le traitement des données. Le récit avec Marie-Angélique Bangoa. Jusqu'à présent, les données relatives à la protection sociale et aux violences basées sur le genre étaient peu harmonisées, limitant ainsi la disponibilité d'analyses fiables et complètes du phénomène. La mise en place de ce nouveau système permettra désormais à l'État et à ses partenaires de disposer de statistiques crédibles et actualisées. Ce dispositif s'inscrit dans la dynamique de modernisation des systèmes statistiques nationaux et dans le respect des engagements régionaux et internationaux, notamment les objectifs de développement durable ODD, l'agenda 2063 de l'Union africaine et la vision 2050 de la CEDEAO. Pour qu'on puisse prendre des mesures, il faudra qu'il soit connu, le nombre soit connu. On sait qu'un n'est pas statistique, mais à partir de 2 ou 3, c'est statistique. Donc en fonction de l'ampleur des phénomènes, des mesures seront prises pour éradiquer ou contrer le phénomène dans le pays. Donc il doit se sentir heureux parce qu'aujourd'hui nous avons un outil qui permet de capter le phénomène dans le temps et dans l'espace. L'Observatoire national de la protection sociale et des violences basées sur le genre joue un rôle central dans la collecte et la production des données en Guinée. Qui parle de données parle d'études, qui parle de données parle de la recherche-action, qui parle de données parle de la recherche, des enquêtes et autres. Donc nous travaillons avec ces parties prenantes pour avoir des données qu'il faut. Et une fois cet outil validé aujourd'hui, nous allons mettre à la disposition de tous les prestataires. Donc la chaîne de valeur de la prise en charge de la protection sociale et de la violence basée sur le genre vont être dotés de cet outil. Financé par la Banque mondiale, ce projet couvre 12 pays, dont la Guinée. Il vise à produire des données fiables et harmonisées afin de renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre et d'améliorer la protection des populations les plus vulnérables. Et pendant ce temps, 28 femmes rurales venues des localités de la sous-préfecture de Malapouya ont bénéficié d'une formation pratique en saponification moderne, une initiative portée par la société minière SD Mining opérant dans la zone de la préfecture de Boké. Cette action s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Fodé Camara, Marwan Camara, reportage. Dans cet atelier improvisé en véritable unité de production, les gestes sont précis et pleins de concentration. Pendant plusieurs jours, dans la préfecture de Boké, près d'une trentaine de femmes rurales de Malapouya ont appris les techniques modernes de fabrication du savon. Au programme,
hygiène, sécurité, respect des normes et notions de gestion simplifiée. Un savoir-faire qui ouvre de nouvelles perspectives économiques pour ces femmes, souvent piliers de leur famille. C'est une fierté pour nous les femmes de Malapuya. Aujourd'hui, nous sommes capables de produire du savon de qualité. Cela va nous permettre de subvenir aux besoins de nos familles et de devenir indépendantes. Merci à la société SD Mining pour ses gestes. Depuis que Malapuya est Malapuya, c'est la première fois qu'une société prend un groupe de formateurs pour venir former les gens chez moi ici à Malapuya. Très content. Que ça soit une continuité pour nous maintenant. Nous aussi, on va les aider à progresser. Cette session de formation est organisée par la société minière SD Mining, opérant dans la région administrative de Boké. Une contribution pour le développement local, au-delà de l'exploitation des ressources. C'est aider ces femmes à être indépendantes. C'est aider ces femmes à être autonomes. Si aujourd'hui, elles sont outillées à fabriquer plusieurs types ou qualités de savon, mais également des crèmes pour la peau, elles n'auront plus besoin d'aller à Boké et de descendre à Conakry. Elles auront tout à partir de Malapuya ici. Des encouragements sont formulés à l'endroit des femmes bénéficiaires à poursuivre cette activité à travers l'implantation et l'accompagnement soutenu des coopératives locales pour continuer à aider ces femmes rurales à compter sur elles-mêmes. Justement, il faut dire que la Guinée est dans sa dynamique de développement durable. En toile de fond, l'atteinte à la sécurité alimentaire à l'avant-garde de cet engagement. Tenkiso Agrovision, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine de l'agriculture, l'achat et la commercialisation des produits agricoles. À Zérékoré, elle vient de tenir sa revue annuelle avec l'ensemble des partenaires. Mohamed Saloupaye, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. En Zérékoré, Tinkiso Agrovision rassemble les acteurs de la chaîne de valeur agricole autour d'un objectif commun, le Made in Guinée. C'est à l'occasion de sa revue annuelle tenue sous le sceau de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pour les responsables de cette initiative de développement durable, le véritable défi réside dans la structuration de la filière pour que chaque grain produit en Guinée puisse nourrir les Guinéens tout en étant compétitif à l'exportation. L'entreprise aujourd'hui évolue dans la transformation et aussi organise des groupements d'agriculture un peu partout dans le pays, à l'intérieur du pays. Par rapport à la vision aujourd'hui de Ciment 40, il faut s'organiser, mettre des groupements en place pour que toute la population guinéenne profite de l'agriculture. Nous voulions, dans les 20 années-là, que nous cultivons ce que nous consommons et nous consommons ce que nous cultivons. C'est ça notre objectif, c'est un objectif bien décidé, que nous prions aussi l'autorité d'aide à développer ça. L'autre temps fort de cette rencontre est l'engagement des autorités à accompagner les promoteurs agricoles afin d'accélérer le développement durable du pays. L'un des problèmes majeurs de l'agriculture, c'est comment faire écouler la production. Et si une structure est mise en place qui rachète la production aux producteurs, je crois que ça encourage le producteur à produire davantage et nous comptons collaborer avec eux. Promouvoir le label guinéen, c'est d'abord respecter l'homme qui travaille la terre pour accroître ainsi la productivité agricole, notamment celle des filières café et cacao. Tinkiso Agrovision dote les différentes préfectures de la région forestière d'équipements de protection et de nettoyage de plantations. C'est une réponse directe aux besoins exprimés par les producteurs. Et c'est une bonne nouvelle pour les communautés impactées par le projet d'exploitation de l'entreprise KGM à Kouroussa. Les travaux de leur future ferme avicole sont lancés. C'est le fruit du respect du contenu local pour lutter efficacement contre d'éventuels conflits entre les riverains et les gestionnaires de l'entreprise. Fatmata Batouli Diallo pour des explications. À la périphérie de Kouroussa, Komoninko, un quartier riverain de l'exploitation minière de l'entreprise KGM. Aujourd'hui, un vent de renouveau pour accueillir un nouveau projet d'intérêt commun. Par ce lancement officiel des travaux de la ferme avicole, KGM s'acquitte de cette autre responsabilité sociétale pour le bien-être de sa communauté. Sa vocation, favoriser l'auto-emploi de jeunes et de femmes avec toutes les commodités, afin qu'ils puissent bien comprendre que le savoir-faire peut les aider
à se tirer d'affaire. Ici, on doit construire une ferme de 800 têtes, de poules pondeuses, de la race Isabron. Mais ce sera des races exotiques qui sont venues de la France. Dans ça, on a mis en place des cours de formation, parce que le contrat, c'est juste 6 mois. Après les 6 mois-là, peut-être la communauté va prendre le rêve, mais ils seront munis d'une formation quand même pratique. L'espace prévu est estimé à 2000 mètres carrés pour faire de ce projet avicole une réalité. Cette initiative n'est pas une action isolée. Elle s'inscrit dans une démarche globale de responsabilité sociale fondée sur le dialogue, la confiance et le partenariat avec les communautés riveraines. Ce projet mis en œuvre permettra à des milliers de jeunes de Kouroussa de venir travailler ici, de venir tirer profit d'ici. Une aubaine pour toutes les parties qui fondent beaucoup d'espoir dans le sous-sol de Kouroussa. Leur engagement avançait plus vite que prévu pour développer la localité ouverte à l'exploitation industrielle de l'or. Un enjeu clé qui engage l'avenir du Hamana. Je vous l'annonçais dans les titres, Fourikaria, dans le district de Bambaya, un incendie d'une rare violence a entièrement détruit une plantation de bananes favorisée par les herbes sèches et le vent. Les flammes se sont rapidement propagées, ne laissant derrière elles que des étendues calcinées. Constat sur place avec Fanta Keita et Cheikh Sanoussi Sanko. Ici sur place, le constat est alarmant. La plantation de bananes est entièrement détruite. Les flammes, déclenchées en pleine journée, se sont rapidement étendues, réduisant en cendres des mois de travail et d'investissement. Malgré les tentatives d'intervention, la culture n'a pu être sauvée. Le feu s'est déclaré dans les bandes de 14 heures. J'étais parti cueillir du piment de l'autre côté, j'ai vu le feu et j'ai appelé Bonnie. Les dégâts matériels sont importants. Bananeraies ravagées, système d'irrigation endommagé, tuyaux d'arrosage calcinés, tout témoigne de la violence de l'incendie. Une lourde perte pour ce jeune agriculteur qui fondait de grands espoirs sur cette exploitation. 4 hectares, ou est-ce qu'au moins sur 3 hectares, nous avons eu à planter les bananiers qui ont quitté Zérékouré, parce qu'il faut le préciser, Zérékouré et la Côte d'Ivoire. Et il y a de cela maintenant 4 ans, le projet a vu jour en 2023. L'investissement, d'abord, on est presque maintenant à 1 milliard, parce qu'il faut le dire. Et la perte ici, avec les raccords, avec les chiffres que j'ai, la perte, on est dans les 200 et quelques, 300 et quelques millions de pertes au niveau des raccords et au niveau des bananes que je devais couper. Après cet incendie, je ne peux que faire appel à l'État, parce que ce que je fais, ça va dans l'avantage de l'État. Je contribue pour le développement du pays. Ce sinistre vient s'ajouter à une série d'incendies de plantations de plus en plus fréquents en Guinée. Un phénomène préoccupant qui soulève de nombreuses interrogations et met en lumière la vulnérabilité des producteurs agricoles face à ces pertes aux conséquences souvent irréversibles. De sport pour terminer, le championnat de la Nationale 2 a démarré ce week-end sur les sites choisis par la Ligue guinéenne de football amateur. 53 clubs répartis en poules compétissent dans l'espoir de retrouver la Nationale 1 pour ouvrir le bal. 2 matchs étaient à l'affiche. À Fourikaria, Bafila FC et Sarinka de Koya ont fait match nul, 2 buts partout. Et Nyanda de Kissidougou a dominé 2-0 les Lions indomptables de Yomo. Compte rendu, Abdoulaye Diallo, Souleymane Kondi. Partage de points entre Bafila FC en rouge et Sarinka de Koya en vert blanc. Un match à l'allure d'une finale qui oppose 2 clubs voisins. L'équipe de Fourikaria ouvre le score dès la première minute de jeu sur corner. Elle a ensuite doublé la mise en début de la deuxième période. Les locaux se sont fait rattraper au score suite à leur infériorité numérique à 8 contre 11 pour 2 cartons rouges écopés et un joueur sorti sur blessure. Score final, 2 buts partout. C'est pas fini. On accepte 1 point. Et il nous reste encore 3 autres matchs. On va revenir encore se préparer et remobiliser les enfants pour essayer de gagner les autres matchs pour pouvoir terminer, pourquoi pas champion. Mais retourner à quoi avec 1 point aussi n'est pas mauvais.
C'est pas facile de jouer contre une équipe qui joue équipe qui joue sans supporter qui est assez, c'est pas facile. Le choix de Fourikaria pour le coup d'envoi de la Nationale 2 sonne comme une fierté pour les autorités locales et un devoir sportif pour la Ligue amateur. L'ouverture de ce championnat national est une joie pour nous et un grand honneur pour toutes les populations de la préfecture de Fourikaria et de Koya. C'est à ce prix que nous saluons très vivement les organisateurs de cette compétition. Le développement de notre football, c'est la base. Et l'ambiance que vous voyez là, c'est ça qu'on cherche dans le football. Et jouer près de la population. C'est pourquoi j'ai choisi de jouer à Fourikaria et à Kistougou. Le championnat de la Nationale 2 s'étend sur 10 jours et chacun des 53 clubs participants dispute 4 matchs dans l'espoir de retrouver la Nationale 1. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.